On va se lancer pour la thématique d'aujourd'hui. Alors, après 7 séances où on a regardé l'histoire des écoles de commerce, supérieures de commerce françaises, en regardant aussi de temps en temps les modèles internationaux, on va commencer à en arriver, ce qui est à mon avis, le plus intéressant, c'est-à-dire de regarder cette histoire pour essayer de comprendre un peu où on en est, les contraintes, et puis voir à partir de là ce qui va se passer. On commence à regarder aujourd'hui, demain, après-demain. Et dans la séance d'aujourd'hui, je veux vraiment me concentrer sur, entre guillemets, l'école post-Covid. Pour le dire un petit peu rapidement, en fait, la pandémie et les contraintes sanitaires ont accéléré et perturbé les évolutions qui étaient déjà en place dans les modèles à la fois d'organisation et les modèles pédagogiques des écoles supérieures de commerce en France, mais aussi partout dans le monde. Euh, Ça a amené la reformulation d'un certain nombre de critiques qui pesaient sur les écoles de commerce autour en gros, pour faire vite, le fameux monde de demain. C'est-à-dire, quelle est l'école de commerce pour le monde de demain. Alors, pour l'instant, dans l'urgence des contraintes sanitaires, ça a surtout accéléré l'offre de cours en ligne, hein, avec les équipements qui vont avec, mais sans, pour l'instant, dans la majorité, changer réellement le contenu des cours ou leur pédagogie. Et surtout, par exemple, on n'a pas encore changé la cible. Mais cette digitalisation à marche forcée, elle va laisser des traces. Et la question, c'est qu'est-ce que nous, on fait de ces traces et comment on s'en saisit. Dans l'ensemble, pour l'instant, on a eu les mêmes intervenants qui ont enseigné les mêmes cours aux mêmes étudiants, avec évidemment des exceptions innovantes notables et certaines très intéressantes. On en a tous entendu parler, mais pour la majorité des cours, on est resté sur un modèle assez similaire. Euh, Certains voient dans cet épisode de Covid en fait un énième épisode d'une évolution à marche forcée où la société et les écoles de commerce vont de crise en crise. Crise financière 2007-2008, crise écologique, crise migratoire, crise sanitaire. Donc, on serait dans une succession de crises qui nous invitent, voire nous forcent à évoluer. Alors, il y a des choses très intéressantes qui ont été écrites sur le sujet. Un texte que j'ai trouvé particulièrement intéressant qui a été rédigé par les rédacteurs en chef conjointement de l'Academy of Management Learning and Education, qui est une revue que je conseille fortement, qui s'intéresse à la pédagogie, au modèle pédagogique et au modèle d'organisation des écoles de commerce. Et pour Oliver Lash et ses collègues, pour eux, le Covid et toutes les prochaines crises peuvent servir d'opportunités, je les cite là, d'opportunités de transformation importantes et de ce qu'ils appellent des formes de répétition générale pour les grandes crises à venir. En fait, on ne serait que dans la préparation de grands changements. Et pour eux, il y a 4 grandes mutations qui ont été amenées ou accélérées par le Covid. Il y a des nouvelles propositions de valeur. Alors, il y a l'enseignement en ligne, évidemment. Il y a aussi la pratique du télétravail pour les employés des écoles de commerce. On a tous été obligés de s'adapter comme le reste de l'économie. Mais on a été aussi dans les écoles de commerce des producteurs de recherche sur les pratiques imposées par le Covid et sur leurs conséquences. Le télétravail, le management à distance, l'idée d'avoir un flex office, par exemple. On a été des producteurs de savoir spécifiques sur ces questions. Et donc, c'est des nouvelles propositions de valeur pour les écoles de commerce. Deuxièmement, il y a une transformation sur la manière dont on crée de la valeur et on voit de plus en plus d'écoles de commerce qui décident de se concentrer en termes d'enseignement et de recherche sur les grands défis du 21e siècle, notamment en s'alignant avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. On a des collègues qui travaillent sur les migrations, les grands flux de réfugiés et les impacts que ça peut avoir sur le marché du travail et les modèles d'entreprise.
Euh, sur les pratiques dans lesquelles on crée de la valeur académique, on a aussi vu, par exemple, une limitation forcée des habitudes de nomadisme académique, hein, toutes ces conférences à l'étranger qu'on pouvait aller faire et qui portaient une forte empreinte carbone. Donc, cette création de valeur académique, elle a été modifiée et perturbée. On a troisièmement une évolution dans la manière dont on échange cette valeur qu'on peut créer. On a une diversification de la dissémination des résultats des recherches. On a de plus en plus d'écoles de commerce qui encouragent à une dissémination très large des recherches. On peut penser à The Conversation ou à des vidéos FNEJ, par exemple, qu'on pratique beaucoup à l'EM Normandie. D'autres écoles regardent côté Harvard Business Review France, chaîne YouTube, etc. On a une croissance de l'engagement local. On a beaucoup d'écoles de commerce qui se sont tournées vers leur territoire pour voir quels étaient les besoins. On a un développement de la présence hybride sur les campus, hein, entre le présentiel et le distanciel, qui pourrait potentiellement, si on s'en saisit intelligemment, être plus inclusive et moins émettrice de carbone. Et on a quatrièmement une transformation progressive de la manière dont on capture la valeur créée, hein, et donc en partie dont on se finance en tant qu'école de commerce. Alors, on a été pendant longtemps très focalisé sur la question de l'employabilité, avec des enseignements pratiques, des stages professionnalisants, un entrepreneuriat qui se voulait disruptif et qui cherchait le succès financier et commercial. Et on en arrive à une plus grande diversité pour certaines écoles, des résultats et des attentes. L'idée de contribution sociale, l'idée de transmettre à nos étudiants un sens de la mission, l'idée d'encourager à l'entrepreneuriat social. Il y a certaines écoles de commerce maintenant qui n'incubent plus que des projets d'entreprise à mission ou de l'économie sociale et solidaire. Mais on voit aussi des écoles qui s'engagent vis-à-vis ou qui répondent aux mouvements sociaux. Récemment, Cass Business School à Londres a changé de nom en prenant en partie conscience des origines problématiques de leur nom et de leur histoire. Donc, en fait, on a quelque part une pandémie qui nous oblige à nous confronter au modèle d'enseignement et au modèle d'organisation des écoles de commerce actuelles, on était fortement orienté vers les grandes entreprises, hein, et l'entrepreneuriat à vocation commerciale, on va dire, le rôle central du management. Beaucoup d'écoles de commerce françaises, par exemple, se sont renommées School of Management, école de management, en mettant l'accent non plus sur le commerce, mais sur le management. La domination des chiffres et des approches quantitatives, qui sont particulièrement valorisées à la fois dans la transmission de savoir aux étudiants et dans la production de savoir, l'importance portée au marché du travail, à la réussite financière, l'accent mis sur les opportunités bénéfiques de la mondialisation. Et certains avaient identifié dans ces caractéristiques, hein, dans ces tendances, les modalités classiques du néolibéralisme qui ont amené, alors là par exemple c'est un bouquin récent de Peter Fleming en 2021 sur la question de l'université néolibérale. On parlera aussi par exemple de Martin Parker et de sa critique des écoles de commerce dans 2 séances. Et donc, on s'est rendu compte avec le Covid et les perturbations que la pandémie a amenées, un peu de ces caractéristiques. Ça nous a forcé à les regarder en face et parfois avec un regard un peu critique. Or, en France, comme ailleurs, l'histoire qu'on fait dans ce séminaire, mais qu'on peut retrouver dans d'autres textes, permet de montrer que le modèle actuel n'a pas toujours été le modèle dominant et qu'il y a eu de multiples modèles. Par exemple, je suis tombé sur une vidéo très récente de Xerfi Canal où Jean-Philippe Denis interviewe Bernard Beltende, qui est l'ancien directeur général de l'EM Lyon ou de Neoma, par exemple, dans lequel il parle un peu de l'histoire des écoles de commerce comme d'une manière dont on pourrait s'inspirer une façon de s'inspirer pour le futur. Et je vous propose de regarder juste quelques minutes de cette interview. Voilà. On va parler ensemble un peu passé, présent, avenir des grandes écoles, précisément à la lumière du très fin connaisseur que vous êtes. C'est un vaste sujet. Vaste sujet. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, première question, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir du passé de ces institutions, voilà, pour éclairer déjà notre présent et cet avenir?
Alors, le passé des grandes écoles, peut le faire remonter à la Révolution française, hein. Grosso modo, un peu avant, l'Ancien Régime produit déjà l'école royale des ponts et chaussées. Puis Napoléon affirme un certain nombre de choix dans la formation. Je crois qu'il y a 3 mots qui caractérisent l'histoire des grandes écoles, qui expliquent leur origine et leur développement. Ces 3 mots, alors je vais les citer dans un ordre, ce n'est pas automatiquement l'ordre hiérarchique, hein. C'est d'une part territoire. Elles sont en réponse aux besoins des territoires ou en cohérence avec les territoires. Le deuxième mot qui est extrêmement important, c'est professionnalisation. Et professionnalisation notamment avec des dirigeants. Et le troisième mot est un mot d'excellence. D'excellence dans la formation, mais surtout après, dans la réalisation. Si vous me permettez, un exemple qui est d'ailleurs cité dans ce dictionnaire inattendu, et qui me plaît beaucoup parce qu'il représente bien ce lien qu'ont les grandes écoles avec les professions, les territoires et l'excellence. Plongeons vers 1852-53. Le président de la Chambre de commerce de Lille est un professeur de chimie extrêmement connu. C'est aussi un industriel connu, c'est Frédéric Kuhlmann. On sait après Péchinet, Eugène Kuhlmann, les usines. Donc son nom est resté dans l'industrie française. Et Frédéric Kuhlmann reçoit Napoléon III et lui dit que les entreprises ont besoin de directeurs. On a le texte du discours, et pas de contremaîtres. Parce qu'il y avait des écoles pratiques déjà. Et nous avons besoin de créer des écoles de directeurs. Et il propose la création d'une école des arts et métiers industriels et des mines de Lille. L'empereur est ravi, ça part, c'est créé, cet institut s'appellera même à un moment donné école d'ingénieurs d'agronomie et de commerce de Lille. Donc on avait déjà à la fin du 19e siècle cette vision très, très, très globale des métiers de l'entreprise, et c'est aujourd'hui Centrale Lille. Mais voilà, donc professionnalisation au service du territoire et une véritable excellence dans la formation. Alors, bon, la vidéo est un peu plus longue, mais elle est raisonnablement courte et j'encourage fortement à aller la voir. Elle est très intéressante et on attend impatiemment la seconde. Alors, on retrouve dans ce que raconte Bernard Beltante un certain nombre de choses dont on a pu déjà discuter dans ce séminaire, mais surtout, il va y avoir cette idée que l'histoire peut nous inspirer pour les modèles futurs. Et c'est une démarche qui n'est pas unique, hein. On a un texte très intéressant d'André Spicer avec deux de ses collègues, toujours dans l'Academy of Management Learning and Education, qui est sorti l'année dernière, et qui est assez intéressant parce qu'ils font le même travail pour l'Angleterre. Alors, comme on a déjà un peu parlé de la France, et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les enregistrements des séances précédentes, mais comme on a déjà un peu parlé de la France, je voudrais parler un peu de ce travail que Spicer a fait avec ses collègues, et il remonte dans l'histoire des écoles de formation à l'organisation, au management, à l'administration, pour voir les modèles passés. Alors, ils en recensent 5. Le premier, c'est ce qu'ils appellent l'école coloniale, qui est plutôt dans la première moitié du 19e siècle, comme par exemple ici en image l'East India College dans le Hertfordshire, qui est fondé en 1806. Et l'idée de ces écoles, c'est de former les cadres administratifs et autres personnels nécessaires à l'empire colonial. Alors, c'est des modèles impériaux qui ont une tendance racialiste, si ce n'est raciste et coloniale. Et évidemment, c'est le projet. Mais dans les documents et dans la pratique, on voit aussi qu'ils étaient porteurs d'une certaine idée de la mission et un sens de l'État incarné par ce personnel qui était déployé dans les colonies. Il ne s'agit pas d'en faire l'apologie, mais de voir quelles ont été les différentes écoles et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme enseignement. Dans la seconde moitié du XXe siècle, ils identifient ce qu'ils appellent l'école des travailleurs autour du modèle de ce qu'on trouve à Édimbourg ou à Glasgow à l'époque, qui s'appelle les Mechanics Institutes,
qui sont plutôt dédiés aux travailleurs de l'industrie, hein. On est dans la seconde moitié du 19e siècle, donc en pleine période industrielle forte. Et ces travailleurs peuvent vouloir acquérir des compétences pratiques particulières dans lesquelles ils vont aller se former dans ces institutions. Mais ils peuvent aussi développer des compétences administratives et éventuellement des compétences d'encadrement. On ne parle pas encore de management, évidemment, on parlera plutôt de contremaître, par exemple. Troisième modèle tiré de l'histoire britannique, ce qu'ils appellent l'école civique. Alors, bon, les traductions sont toujours un peu compliquées, mais on est au début du XXe siècle et émerge ce qui va être en fait les ancêtres des écoles de management actuelles, alors, notamment ici en photo le Department of Commerce de l'Université de Birmingham. Donc, on est comme en France, plutôt concentré au début du XXe siècle sur les compétences nécessaires à la direction d'entreprises locales. Hein. On est ancré dans le territoire et on cherche à former les dirigeants, cadres et entrepreneurs locaux. Quatrième type d'école, ce qu'ils appellent l'école managériale ou l'école du mouvement de management dans les années 1920-1930. Alors là, on est dans la rencontre entre une science du management qui émerge, et les valeurs de certains dirigeants et de certaines entreprises, en particulier en Angleterre, les Quakers, qui fondent des grandes entreprises commerciales et industrielles comme Rowntree ou Cadbury, par exemple. Les chocolats Cadbury, à l'origine, sont fondés par des Quakers. Et là, on vise la formation de managers qui soient professionnels au sens de porteurs d'un sens de la mission. Et là, on retrouve ce dont on a déjà parlé, par exemple, avec la Harvard Business School, au début du XXe siècle. Mais on veut aussi des praticiens efficaces. Hein. Il ne s'agit pas de faire des missionnaires, hein, mais bien des praticiens du management. Dernier modèle, qui est ce qu'ils appellent Collegiate School, qu'on peut traduire de manière un peu bancale par l'école collégiale, qui vient dans l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui. Là, en l'occurrence, c'est l'Administrative Staff College, qui est fondé en 1945 à la sortie de la guerre. Donc, c'est des écoles qui visent à accompagner des managers déjà expérimentés dans le partage de leurs expériences et l'acquisition de nouvelles compétences. Donc, on le voit, ces écoles et ces modèles successifs construisent les écoles de management d'aujourd'hui. Donc, leur article fait un travail similaire à ce qu'on a vu dans ce séminaire, c'est de voir les étapes successives de création des modèles actuels. Et l'idée de leur article, et c'est l'idée que je défends aussi dans ce séminaire, c'est que chaque modèle du passé, chaque caractéristique du passé peut nous inspirer pour construire les business schools de demain. Mais il ne s'agit pas de répliquer, puisque par définition, les caractéristiques et modèles du passé sont dépassés. Ils étaient pertinents à leur époque. Et en plus, ils étaient porteurs de problématiques rétrospectivement extrêmement d'enjeux éthiques extrêmement forts, donc qu'on ne voudrait pas voir répliquer aujourd'hui. Mais de connaître notre histoire, ça peut nous permettre de penser les modèles d'aujourd'hui. Alors, par exemple, ce que disent André Spicer et ses collègues, c'est que l'école coloniale peut nous inspirer une approche post-coloniale, faite de recul critique sur l'histoire et la généalogie de nos modèles, de nos valeurs, sur des questions de pouvoir et de domination entre les territoires, entre les pays. Et par exemple, on pourrait aussi développer une vision un peu moins ethnocentrée où la France ou l'Angleterre ou l'Europe ou le monde occidental serait au centre de l'ensemble de dynamiques de mondialisation et de commerce international. L'école des travailleurs rappelle, par exemple, la fonction de mobilité sociale que pourraient incarner les écoles de commerce de demain, c'est-à-dire avoir des recrutements plus ouverts, plus divers, et aller au-delà de la question de quotas et de mesures des boursiers, par exemple, mais qu'on cherche réellement à former des profils différents et des personnes différentes et des catégories de la population qui seraient différentes, mais également dans cette idée de l'école des travailleurs, d'être plus en lien avec les évolutions de la société, de ses enjeux et par exemple des mouvements sociaux, d'être à l'écoute pour les enjeux britanniques, par exemple, du mouvement Black Lives Matter, qui est passé des États-Unis à l'Angleterre en apportant énormément de critiques, dont certaines sont pertinentes pour les écoles de commerce, pour autant qu'on s'en saisirait. L'école civique
rappelle l'importance de l'engagement social et des valeurs publiques, en particulier l'ancrage local dans les territoires où les écoles opèrent, ancrage qui faisait partie aussi de l'histoire des écoles de commerce françaises. Et comme on l'a vu avec le lien avec les avec les chambres de commerce et d'industrie, et ancrage qui a été progressivement perdu et parfois oublié. L'école managériale renvoie à l'importance d'avoir un enseignement et de la recherche euh, qui mesurent leur contribution au-delà des seules entreprises et des critères de mesure de la publication, hein, comme on en a déjà parlé avec l'académisation des écoles de commerce en France. Et on pourrait s'intéresser à des modèles émergents d'organisation, d'entrepreneuriat. On pourrait regarder la valeur de l'interdisciplinaire, hein. On aime bien en parler dans les écoles de commerce, mais on peine à organiser nos écoles de commerce sans passer par des départements alignés sur les fonctions classiques de l'entreprise, hein, RH, marketing, finance. Et nos enseignements en sont souvent héritiers, et c'est un vrai défi que de penser des enseignements qui seraient et interdisciplinaires. Et enfin, l'école collégiale identifiée par André Spicer et ses collègues peuvent nous amener à valoriser la réflexion, la réflexivité, à valoriser les expériences des étudiants, les expériences en entreprise, mais aussi les expériences qui sont en association, les expériences personnelles. Et quand il y a expérience en entreprise, on pourrait les intégrer plus directement dans l'enseignement. Par exemple, on utilise assez peu les réflexions et la réflexivité qui peuvent émerger des stages. On fait assez peu levier sur les expériences des étudiants en apprentissage à l'intérieur des cours. Et ça serait un moyen de revaloriser les questions de réflexivité et de pensée critique, par exemple, dans ce modèle. Donc, vous voyez, le retour historique n'est pas juste un passe-temps d'historien ou de passionné d'archives, mais c'est une vraie source d'inspiration pour comprendre, bon, déjà pour comprendre les enjeux actuels qui sont les nôtres, mais aussi pour réfléchir au modèle de fonctionnement de nos écoles demain et après-demain et après-après-demain. On discutera le mois prochain, le mardi 14 juin par exemple, de l'émergence de nouveaux modèles d'entreprise, de nouveaux modèles d'organisation, notamment autour de modèles beaucoup plus flexibles, comme ce qu'on a appelé en France particulièrement l'ubérisation, ou dans les milieux anglo-saxons la gig economy. Et ces nouveaux modèles d'organisation devraient nous amener à repenser la manière dont on enseigne le management et dont on enseigne le commerce. Donc, on va regarder les évolutions récentes pour penser la manière dont ça pourrait impacter nos écoles de commerce. Donc, on verra ça le 14 juin à 12h30.